C'est bon. Bonsoir à toutes et à tous. Grâce à Midreshet Yehuda Manitou, on se retrouve et on retrouve Ariel Assaf, guide. D'ailleurs, branchez-vous sur les visites de Ariel. Il propose dans quelques jours une visite avec Midreshet Yehuda Manitou. Donc, faites appel à Ariel Assaf ou à Odile ou quelqu'un des membres de l'équipe de Midreshet Yehuda. Il vous remettra face aux informations liées au Tioulim également d'Ariel. Et tu nous proposes ce soir une conférence qui est liée à la bombe nucléaire, ou justement, en fait, qu'on a réussi, il n'y a pas eu de bombe nucléaire. Bon, c'est grave. Réacteur nucléaire. Oui, exactement. Juste d'abord lancer le diaporama. Instant. On m'a ôté le share sur mon ordinateur. Il n'y a plus de share. Ah, il est. Share screen. Bien. Et on veut donc parler de l'attaque israélienne sur le réacteur nucléaire syrien. Alors, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas tellement. On connaît beaucoup mieux l'histoire racontée il y a 2 semaines, l'histoire que j'ai racontée d'Osirak, le bombardement israélien du réacteur nucléaire irakien, qui avait d'ailleurs défrayé la chronique. Il avait entraîné la condamnation d'Israël à l'ONU, des sanctions américaines. Enfin, c'était le gros foutoir international jusqu'à ce qu'après les Américains nous remercient en sous-main parce que s'ils avaient attaqué l'Irak atomique à la guerre du Golfe, ça aurait été un petit peu plus compliqué. Mais on connaît un peu moins l'histoire du réacteur syrien parce qu'en fait, c'est un réacteur qui officiellement n'existait pas. Alors, quand vous détruisez quelque chose qui n'existe pas, ben, il n'y a pas de plainte à l'ONU, il n'y a pas de sanctions, c'est beaucoup plus facile. C'est pas moins dangereux parce que ce réacteur qui n'existait pas existait en fait. C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Et on commence avec cette photo de Menachem Begin qui nous date de l'époque de Zirak, de l'attaque israélienne sur le réacteur irakien, où Begin avait mis en place cette doctrine qu'on ne permettra jamais à un pays hostile à Israël de développer une arme atomique parce que on est après la Shoah et on comprend ce que c'est que détruire le peuple d'Israël, il faut protéger le peuple d'Israël. Donc ça, c'était Begin quand il avait attaqué le réacteur irakien. On va maintenant sauter 20 ans dans l'histoire, donc Begin n'est plus au pouvoir, il est déjà même décédé, et nous nous trouvons à l'époque de Olmert. Mais n'avançons pas trop si vite, on va faire les choses dans l'ordre. Alors bon, ça c'est ce dont on avait parlé, la mission Osirak en Irak, et aujourd'hui on veut parler d'une opération en Syrie, Kabel, Arizona. Arizona, c'était le code militaire de l'armée de l'air pour signaler au quartier général, on a réussi, le réacteur syrien est hors combat. Alors, il y a un film qui avait été tourné par la télé israélienne, Kan Echad Esrei, et ça c'est la bande-annonce, mais on le verra un peu plus tard. Comme je l'ai dit. Le nom de code de cette opération, c'était l'opération Verger, Boustan. Et la semaine dernière, il y a 2 semaines, on avait parlé de l'opération Opéra. Opéra, c'était en Irak. Boustan, le verger, c'est en Syrie. Et ça va se passer en 2007. Alors, à droite, vous voyez le sigle que l'armée de l'air va mettre sur les avions qui ont participé à ce bombardement. Vous voyez le symbole atomique pour dire que ces appareils ont participé. Et ce qui va se passer, une des raisons pour lesquelles on connaît moins cette histoire, d'abord parce que ce réacteur officiellement n'avait pas d'existence, et que Israël va annoncer ce bombardement que 11 ans plus tard. En 2007, ça s'est produit, mais ce ne sera pas avant 2018 que la presse commencera à parler de ce qui s'est passé. Donc, pendant 11 ans, ça a été le silence radar total. On va en parler dans cette conférence. Alors, commençons en 2002. En 2002, vous avez ici un compte-rendu des archives des renseignements militaires israéliens, et qui est la chose suivante. Nous savons que dans le cadre de la commission syrienne à l'énergie atomique, il se livre à divers projets secrets que nous ne connaissons pas, mais il n'y a apparemment pas d'indice que les Syriens soient en train de développer un réacteur nucléaire. Donc, en 2002, tranquille, il n'y a pas de problème en Syrie. Ils font de la recherche, mais il y a rien en chantier, il n'y a pas de réacteur.
Il n'y a pas de bombe à l'horizon. Et alors, c'est le coup de théâtre, parce qu'en 2003, les Américains mettent la main sur un cargo, un bateau qui arrive en Libye, et dedans, il y a tout un matériel de centrifugeuse pour construire un réacteur atomique. Du coup, les Américains annoncent que Kadhafi essaye de se doter d'une arme atomique. Et là, Kadhafi va faire marche arrière et dit: «OK, c'est bon, j'arrête». Il va prendre sur lui d'arrêter son programme atomique, mais en Israël, c'est un véritable ouragan. Parce que le Mossad, dont vous voyez le sigle devant vous, se rend compte qu'il n'était pas du tout au courant. Je rappelle doctrine Begin, on ne laisse pas un pays hostile à Israël s'équiper de l'arme atomique. Et voilà que la Libye était déjà au stade des réacteurs et des centrifugeuses, et on n'était pas du tout dans le coup. Personne s'en doutait, pas nous, pas les Américains. Et donc, on s'est dit, bon, il faut quand même qu'on fasse un petit peu attention et qu'on revérifie ce qui se passe un petit peu autour de nous. De la même façon que l'activité atomique libyenne nous a échappé, il faudrait aller jeter un coup d'œil sur ce qui se passe du côté syrien. Alors, on va demander des budgets, on va commencer à chercher. Alors, il y a le Mossad s'intéresse maintenant à la Syrie. Bachar Assad vient de prendre le pouvoir en l'an 2000, c'est donc il y a moins de 3 ans, puisque après la mort de Hafez al-Assad, son père. Et en 2004, c'est donc un an après ces terribles surprises des réacteurs libyens, en 2004, le Mossad commence à comprendre qu'il y a un projet nucléaire en Syrie. Alors, le Haman, le renseignement militaire, avait dit en 2002, il n'y a pas de risque, ils ne sont pas du tout dedans. Et là, maintenant, le Mossad dit non, pas du tout, ils sont en train de développer un réacteur nucléaire. Et Meir Dagan, donc, qui est le chef du Mossad, euh, va demander au chef de l'état-major, le général Ashkenazi, d'aller avec lui chez le Premier ministre Ehud Olmert et de débloquer des budgets pour qu'il puisse enquêter plus à fond sur ce qui se passe réellement en Syrie. Et donc, en effort conjoint entre le Mossad, qui lui est une centrale d'espionnage, et le Haman, le renseignement militaire, qui lui a la fameuse unité 8200 qui sait écouter tout ce qui se dit sur les ondes dans beaucoup d'endroits, les deux commencent à s'intéresser de très proche à ce qui se passe en Syrie, et ils vont se rendre compte qu'il y a un travail atomique de la recherche qui va vers un réacteur en Syrie, et c'est fait conjointement entre la Syrie et avec l'aide de la Corée du Nord. Alors, qui est Meir Dagan? Pour comprendre de nouveau, je rappelle que quand Begin avait décidé d'attaquer le réacteur nucléaire irakien, malgré l'opposition des Américains, malgré l'opposition des gens de son gouvernement qui disaient on va se mettre à dos le monde entier, ce qui s'est passé effectivement après, Begin a dit après la Shoah, on ne peut pas prendre le risque d'une destruction massive du peuple juif. Alors maintenant, le chef du Mossad en charge à l'époque, en 2003, Meir Dagan, vous voyez cette photo qui est à gauche, d'un juif dans son talit qui est à genoux, les mains levées, et les soldats allemands avec leur matraque à côté. Ce personnage que vous voyez, c'est un article dans Maariv, c'est le grand-père de Meir Dagan. Pardon, le père de Meir Dagan. Donc le Meir Dagan, le chef du Mossad, lui aussi, quand on parle de destruction massive du peuple juif, d'extermination du peuple juif, il sait de quoi il s'agit. Et regardez le titre de l'article du Maariv, regardez cette photo qui a fait que Meir Dagan a fait la promesse qu'il n'y aura plus de Shoah. Donc il faut maintenant s'investir à fond pour essayer de comprendre où en sont les Syriens dans leur programme atomique. Alors, voilà, on est maintenant en 2006, donc 3 ans ont passé depuis qu'on commence à s'intéresser à la Syrie, on a déjà compris qu'il y a quelque chose. En 2006 arrive un rapport du Haman, le renseignement militaire, c'est des archives qui ont été déclassifiées depuis, et dans lequel il est stipulé qu'il semblerait, il y a de fortes présomptions que la Syrie conduit des activités dans le domaine atomique. Et c'est donc en novembre 2006. Alors, comment se fait-il que jusqu'en 2006, on ne sait rien? Parce qu'en 2006, quand le Haman et le Mossad vont dire il y a une activité atomique en Syrie, il s'agit d'un fait que le réacteur est déjà presque construit.
Alors, comment est-ce que les Syriens ont réussi à monter un programme atomique et construire un réacteur et, et gérer tout ce programme quand on ne sait rien? En fait, il s'avère que ce programme est en marche depuis plus de 7 ans déjà. Alors, comment c'est passé? Parce que euh, le président Bachar el-Assad est un grand schizophrène, schizophrène? Pardon, paranoïaque. Et donc, il ne fait confiance à personne. Donc, il dit, les Israéliens, ils sont géniaux dans l'écoute électronique, donc pas de téléphone, pas de radio, tout se passe avec des courriers écrits à la main ou tapés à la machine, mais enveloppe sous enveloppe, scellés avec de la cire, et après, des estafettes qui amènent les lettres. Donc, il y a très très peu de monde qui est au courant. Le gouvernement de Bachar el-Assad n'est pas au courant, il n'a pas mis au courant son gouvernement, il le fait en sous-main. Il y a quelques personnes responsables du projet militaire, et toute la communication se font à la main. On peut voir un petit extrait d'un film que j'ai trouvé sur Internet. Bashar was a conspiracist who believed Mossad agents were hiding behind every corner and intercepting every piece of electronic communication. He was so paranoid that he set up his own shadow military separate from the formal establishment that answered directly to him and only communicated in handwritten messages delivered in envelopes sealed with wax. Because of this low-tech approach, he was able to keep the construction of a reactor facility secret from the outside world. The Israeli Ok. Bashar was Donc c'est ce qu'on vient de voir, c'est que comme il est complètement parano et qu'il n'y a que très peu de gens qui sont dans la confidence et que tout se passe avec des notes écrites, tout l'avancement militaire qui est basé sur des écoutes électroniques est absolument impuissant à comprendre qu'il est un réacteur qui se met en place. À la grande différence aussi du réacteur de Saddam Hussein, c'est dans le désert, un endroit où il n'y aura pas de défense aérienne, il y aura pas toute une base militaire super gardée qui va susciter des doutes sur qu'est-ce que les Israéliens vont construire. Ils ont pris un coin de désert, là-bas ils ont fait une usine qui pourrait être n'importe quoi comme usine, et donc ça n'a pas attiré l'attention des services secrets israéliens. Ce qui va changer la donne, c'est en 2007. En 2007, le directeur du programme atomique syrien, il s'appelle Ibrahim Othman, et il se trouve à Vienne pour un congrès. Et le Mossad arrive à rentrer dans sa chambre d'hôtel quand lui est dans une conférence. Ils arrivent à pomper tout le contenu de son ordinateur, et là, ils ont tout ce qu'ils ont besoin. Ils ont les documents, ils ont les photos, et ils comprennent dans l'endroit qui s'appelle Der el-Zor, les Syriens construisent un réacteur nucléaire qui est déjà construit. La question, c'est dans combien de temps il va être opérationnel. Donc, on est en 2007, début 2007. On sait maintenant de façon sûre et certaine que les Syriens possèdent un réacteur atomique. Et comme j'ai expliqué, ce n'est pas un réacteur qui a été acheté à la France pour être un réacteur pacifique, pour faire de l'énergie ou de la recherche. C'est un réacteur qui est fait dans le plus grand secret par la Corée du Nord, dont le but est c'est un réacteur pour faire une bombe atomique à base de plutonium. Alors maintenant, vous voyez la date, le 30 mars 2007. Là, il y a un compte-rendu de l'Aman. La Syrie a construit un réacteur atomique pour fournir du plutonium grâce à l'aide de la Corée du Nord. Et d'après nos estimations, ce réacteur pourrait être opérationnel dans 1 an. Comprenez l'importance de cette date. Je rappelle que déjà en Irak, ce qui avait fait que Begin n'avait pas attendu, c'était la volonté qu'on ne va pas laisser un pays ennemi d'Israël, hostile à Israël, s'armer de l'arme atomique, mais on ne va pas non plus attaquer un réacteur atomique avec toutes les retombées radioactives en détruisant toute la population qui est autour. Donc il faut à tout prix neutraliser le réacteur avant qu'il soit ce qu'on appelle chaud, qu'il soit mis en service et qu'il commence à y avoir du combustible fissile dans les cuves. Donc, d'après le Haman, on est le 30 mars, on dispose de moins d'1 an avant qu'il ne soit trop tard pour intervenir. Là, on a le général en chef, commandant en chef de Tsahal, Jean Ashkenazi. Je ne vais pas maintenant vous faire écouter le petit film. Tous ces films sont sur Internet, vous pouvez les voir sur YouTube et d'autres sites. Il raconte comment il a reçu ce compte-rendu du commandant de l'Aman, du renseignement militaire, et que il demande un entretien avec le Premier ministre qui est Ehud Olmert à l'époque, et lui dit voilà, on a un gros problème, les Syriens ont un réacteur et il sera opérationnel, il sera
en service dans un an, il faut qu'on décide qu'est-ce qu'on fait pour bloquer ce projet. Alors, Ehud Olmert fait ce que fait tout chef du gouvernement israélien bien avisé. Il va aller aux États-Unis rencontrer le président Bush pour lui dire, voilà, nous avons des renseignements de sources sûres que les Syriens ont un réacteur militaire. Nous voulons le détruire. Est-ce que vous êtes d'accord, vous, de faire le boulot? C'est bien sûr une menace pour le monde entier. C'est une déstabilisation de cette paix mondiale, puisque l'arme atomique, toute son idée, c'est l'équilibre de la terreur, mais ça marche quand c'est des pays qui ont la même logique. Je n'appuie pas sur le bouton parce que toi, tu appuieras, et si je te détruis, tu me détruiras aussi. Ça marche un peu moins avec des pays arabes. On connaît la mentalité arabe de tous ces terroristes suicidaires qui se font sauter en tuant des civils. Parce que pour un arabe, s'il tue son ennemi, il va mourir avec, c'est pas un problème. C'est le gros problème qu'on a à Gaza, c'est que pour les gens du Hamas, mourir au combat, c'est glorieux. C'est pour ça que quand l'armée dit on a tué 5000 aujourd'hui, 15 terroristes, et demain on en a tué 20, c'est pas ça, ça n'amènera pas la victoire. Parce que pour eux, mourir, c'est une victoire. C'est pas des gens qui cherchent la vie, c'est des gens qui cherchent la mort. Donc à ce moment-là, on ne peut plus les laisser avoir un réacteur nucléaire parce qu'il n'y a pas d'équilibre de la terreur. Le jour où ils l'auront, c'est pour appuyer sur le bouton. Même si eux le payeront et seront entièrement détruits par Israël juste après. Donc Bush explique que non, c'est pas le moment. Lui, il est déjà dans un bourbier en Irak, en Afghanistan. Il a déjà assez d'ennuis comme ça. Il ne veut pas encore ouvrir un nouveau front en Syrie qui risque d'enflammer le Moyen-Orient. Mais sans s'engager, il laisse comprendre à Olmert que si Israël veut attaquer, il ne s'y opposera pas. Mais ce n'est pas lui qui va faire le boulot pour nous. Et donc, Ehud Olmert revient à Jérusalem en disant, c'est bon, j'ai rencontré Bush, il ne bougera pas, mais il ne nous empêchera pas non plus de faire le boulot. Alors, la première chose que Ehud Olmert va faire quand il revient en Israël, c'est de demander aux renseignements de monter une équipe de psychologues pour essayer de comprendre la personnalité de Bachar el-Assad. Parce que ce qui est très important, je rappelle, on est en 2007. On sort de la Seconde Guerre du Liban. La Seconde Guerre du Liban a eu lieu en juillet 2006. On est sorti avec difficilement, on a eu ça est rentré avec beaucoup d'impréparation, malheureusement, de nouveau des choses. C'est incroyable qu'on était impréparé en 73 et impréparé en 2006 et de nouveau pas préparé en 2024. Mais donc, Ehud Olmert essaye de comprendre. On n'a pas envie d'une guerre avec la Syrie. Si on démolit le réacteur, est-ce que la réaction de Bachar el-Assad va être de déclarer la guerre à Israël? Parce qu'on n'a vraiment pas envie de rentrer dans une nouvelle guerre. On vient de finir la guerre du Liban, la seconde guerre du Liban, et les psychologues sont unanimes que Bachar el-Assad tient à son honneur. Donc, si le monde sait qu'Israël a détruit son réacteur, il sera obligé de venger son humiliation et d'attaquer Israël. Mais si jamais ça se fait en secret, que Israël ne se vante pas d'avoir détruit le réacteur, que ça n'infiltre pas dans la presse, et que son honneur n'est pas mis en danger, il avalera la pilule. Donc c'est ce que va être la décision du gouvernement. On va attaquer, mais on va faire ça le plus secrètement possible. Il ne faut pas que ça filtre vers la presse. Là, c'est ce que je viens de dire, c'est qu'on est juste après la guerre du Liban, et donc Israël n'a pas envie de recommencer une guerre maintenant avec la Syrie, parce que je rappelle que la seconde guerre du Liban qui était contre le Hezbollah, en fait, c'était la Syrie. Tout était télécommandé par la Syrie. D'ailleurs, on s'est aussi frotté aux Syriens dans le Liban, mais je ne vais pas rentrer là-dedans, mais juste pour expliquer le contexte de l'époque, qui est un contexte hautement explosif, et Israël n'a pas envie de recommencer une guerre. Donc, on n'a pas envie que la Syrie ait l'arme atomique, mais on ne veut pas non plus risquer une guerre avec la Syrie. Alors, comme je l'ai dit, le réacteur se trouve quelque part dans le désert de Syrie. Là, vous voyez l'endroit de Deir ez-Zor. C'est pas très très loin de l'Euphrate. Parce que vous voyez le cours d'eau bleu qui vient de la Turquie, c'est l'Euphrate. C'est pas loin de l'Euphrate parce qu'il faut refroidir la centrale, je rappelle. Vous parlez, en France, toutes les centrales civiles pour l'électricité propre d'EDF sont sur des rivières, puisqu'il faut refroidir les réacteurs. Donc, pour les Syriens, la solution, c'est l'Euphrate qui n'est pas loin.
Et l'armée décide de mettre au point 2 programmes d'attaque contre ce réacteur. Une attaque terrestre par des commandos qui s'infiltreront en Syrie et qui détruiront le réacteur, ou alors un bombardement aérien. Je rappelle que le but est de trouver la solution qui restera le plus secrète pour éviter de débordement et une guerre avec la Syrie. Alors, d'un côté, faire ça par de l'infanterie, c'est plus facile, ça fait moins de bruit que des avions dans le ciel, c'est moins décelé par des radars, etc. Mais d'un autre côté, les soldats à terre sont limités dans la quantité d'explosifs qu'ils peuvent emporter avec eux. Finalement, l'armée de l'air va lâcher 18 tonnes d'explosifs sur le réacteur. C'est une quantité énorme, ce n'est pas une quantité qui peut être transportée par des commandos qui viennent par terre. Donc, on a 2 plans, un plan d'attaque terrestre, un plan d'attaque aérienne. Et Israël va opter pour la frappe aérienne. Alors là commence le problème, parce que si le président américain George Bush avait donné un feu vert, pas officiel, mais officieux à Olmert, là, la CIA n'est plus d'accord. Parce que la CIA a dit, ça va déclencher une guerre au Moyen-Orient, on n'en a pas envie, on a déjà le problème en Afghanistan, les problèmes en Irak, vous laissez tranquille. Et Meir Dagan lui dit, non, 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 on va le faire, et d'abord, on n'a pas le choix. Il faut qu'on détruise ce site. Ça, c'est on est obligé de le faire. Et d'après nos experts à nous, il n'y aura pas de guerre si on fait ça de façon secrète. Mais commencent les dissensions entre Israël, en tout cas les agences de renseignement israéliennes et américaines. Alors, Ehud Olmert va une deuxième fois aux États-Unis. Pardon, il va pas une deuxième fois, il va parler au téléphone avec Bush le 13 juillet. La rencontre avait eu lieu le 19 juin. Là, il avait eu l'accord tacite. Le 13 juillet, il annonce à Bush qu'on n'a pas le choix. Il faut qu'on fasse quelque chose. Mais Bush essaie de lui dire non, non, on va faire une offensive diplomatique. On va essayer de bloquer ça diplomatiquement. Ne foncez pas à attaquer le réacteur. On est avec vous, mais d'abord, on va essayer par la voie diplomatique de bloquer ce programme. Et Oudolmert n'est pas d'accord. Et on en reste là, je dis qu'un accord tacite des Américains, pas plus que ça. Et donc le gouvernement se réunit pour donner le feu vert à l'armée, de dire voilà, dès que les plans sont prêts, dès que tout est en ordre, ben, il faut attaquer parce qu'on n'a plus tellement de temps. Je rappelle qu'en mars, le Haman avait dit le Mossad a dit on dispose d'un an, et on est déjà en juillet 2007. Alors, il va dans le gouvernement qui est présidé par Ehud Olmert, où son ministre des Affaires étrangères, c'est Tzipi Livni, donc elle aura à gérer toutes les retombées internationales, elle le suit. Le général en chef, David Ashkenazi, le suit. Qui c'est qui met les freins? C'est le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense à l'époque, c'est Ehud Barak, qu'on surnomme des fois en Israël Ehud Barak, parce que il est très décoré, il a su obtenir des décorations, mais il a aussi su s'esquiver quand on avait besoin de lui et qu'il a su disparaître. Aujourd'hui, on voit c'est le dégât qu'il est capable de faire contre l'État d'Israël. Et à l'époque, il essaye de retarder le projet. Comprenez ce que ça veut dire? Retarder. On va retarder jusqu'à ce que ce soit plus possible, puisque une fois que le réacteur sera en activité, ben, ça ne se passera plus. Alors, on va regarder parce que ça vaut la peine. C'est une enquête de la télé israélienne, elle vaut la peine pour quelques minutes. Je vais vous traduire ce qui se passe. שלא למצלמה, רבים מהמעורבים בתקיפה אומרים בפה מלא. שר הביטחון ברק התעקש לדחות את מועד הפעולה, גם במחיר של תקיפת כור פעיל, דבר שיכול לסכן את האזור כולו. אין לזה שום שחר, לא תמצא בשום מקום שביקשתי לדחות את התקיפה. כל מה שקרה, ריסנתי את הבהלה שרחפה בחדר עם תיאורים אפוקליפטיים, בזמן שכל מה שצריך זה קור רוח. Donc, Ehud Barak comme Ehud Barak, tout le monde dit que c'est lui qui a voulu mettre un frein au projet. Lui dit non, moi j'ai sauvé le projet. C'était tous des incapables qui étaient complètement affolés. Et moi, je suis l'homme des situations avec mon flegme, mon calme et ma façon réfléchie d'agir. C'est moi qui ai fait les plans. C'est moi. En fait, il a reçu les plans de Amir Peretz, qui était le ministre de la Défense jusqu'à il y a 3 mois. Ehud Barak vient de rentrer en fonction, il a reçu les plans, mais dans la suite de l'interview, il explique comment c'est lui qui a été derrière tout, c'est lui qui a fait les plans, c'est lui qui a tout mis au point, et sans lui, j'aurais mis d'opération. Ehud Barak, il faut le connaître.
שלא Pour l'instant, Israël se prépare quand même à la guerre, parce que c'est vrai que nos psychologues ont dit que Bachar el-Assad ne nous fera pas la guerre, mais il ne faut pas quand même prendre de risques. Donc, on met l'armée sur pied de guerre, on réentraîne les unités. Bien sûr, on ne veut pas alerter les Syriens. Et donc, l'armée sait qu'il y a des milouïm les gens sont appelés en milouïm pour faire de l'entraînement parce qu'on a peur de la suite de la guerre du Liban, etc. Pardon. Israël demande aux États-Unis un supplément d'armement et on est ravitaillé par les Américains à Chypre parce qu'ils envoient un énorme bateau qui, à l'époque, ne peut pas arriver au port d'Ashdod. Et donc, il arrive à Chypre et de Chypre, on transporte le matériel vers Israël. Donc, on se prépare à la guerre, on se prépare à tout. Et je dis, ce qui est important, c'est de savoir exactement quelle est la date limite, à quel moment le réacteur sera chaud, sera en fonction et on ne pourra plus attaquer. Alors là, vous voyez cette photo qui nous montre le réacteur, le site du réacteur. Vous voyez qu'il y a 1 kilomètre entre le réacteur et l'Euphrate. Je vous ai expliqué pourquoi l'Euphrate, parce qu'il faut de l'eau pour refroidir le réacteur. Et c'est très simple, parce que là, c'est la station de pompage. Vous voyez, l'image à gauche, c'est l'Euphrate. Le rectangle blanc, c'est une station de pompage. Et là, il y a un pipeline, il y a des tuyaux, un petit canal qui est creusé vers le site de refroidissement. Donc, c'est très simple. Israël dit quand ce pipeline sera relié au système, c'est que les Syriens mettent le réacteur en opération. Et ça, c'est la dernière touche avant qu'il soit trop tard. Donc, c'est ça qui nous donne l'indication. Comme on voit que les travaux du pipeline avancent, Israël en déduit que le temps qui nous reste est très, très limité. La deuxième cause qui va déclencher l'attaque à ce moment-là, c'est une fuite de journalistes. Il y a toujours deux choses. C'est un, quelle est la dernière date par rapport aux dégâts parce qu'on veut attaquer quand le réacteur n'est pas encore en fonction. Deuxièmement, il faut en secret, donc il faut que le secret soit gardé. Or, dans une conférence de presse, il y a un journaliste américain, James Rosen, vous le voyez à gauche, et James Rosen pose une question dans le cadre d'un interview et demande à l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, est-ce que la Syrie dispose d'un réacteur atomique? Je ne sais pas d'où il a eu son information, mais ça fait comprendre au gouvernement israélien que ça risque de filtrer. C'est-à-dire que si les Américains, si les journalistes commencent à demander est-ce qu'il y a un réacteur en Syrie, comme tout le monde connaît la doctrine d'Israël, qu'on ne laissera pas les pays limitrophes s'armer de l'arme atomique, ben, il faut faire ça vite avant qu'il ne soit trop tard parce que les Syriens se protégeront. Je rappelle que pour l'instant aussi, la grande chance d'Israël, c'est qu'il n'y a pas de système de défense. Comme le site est en fait un site secret qui est censé ne pas exister, ils n'ont pas mis des défenses massives autour. Donc c'est plus facile à attaquer que le gros problème qu'on a en Irak avec toutes les batteries de missiles de défense qu'il y avait à cause de la guerre Iran-Irak, puisque c'était déjà l'Iran avait déjà essayé de détruire le réacteur avant Israël. Donc là, il n'y a pas ce problème. Donc le général en chef comprend qu'il n'y a pas le choix, il faut partir à l'attaque. Il demande à Olmert le feu vert et il le reçoit la même nuit. La nuit du jour où le journaliste pose la question, cette même nuit, Israël part à l'attaque. Alors on part à l'attaque, c'est le 21 mars 2018. Pardon. On est en 2007. Je dis le 21 mars 2018, seulement on l'annoncera. Il faut comprendre, ça a duré pendant 11 ans qu'il y a eu le secret, ça je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, dans cette nuit de septembre 2007, les avions israéliens quittent deux bases dans le Negev, Hatzerim et Ramon, survolent la Méditerranée, entrent par la Turquie et arrivent juste au nord de la Syrie. Le but était bien sûr d'éviter la couverture radar et d'arriver de façon incognito, puisque je rappelle, la grande idée, c'est que tout se fasse dans le secret, que personne ne sache ce qui se passe et qu'il n'y ait pas de bruit dans la presse. Donc on fait le tour par la Turquie, on surprend les Syriens et on attaque le réacteur Al-Kibar dans la région de Deir ez-Zor. Alors, juste un hommage à Mano Levi, qui est le navigateur qui a mis au point le trajet et l'attaque. C'était l'alter ego de Ilan Ramon dans l'opération Osirak dont on avait parlé il y a 2 semaines. Et je le rappelle son souvenir parce que lui est décédé à 30 ans. Il s'est tué dans un accident, un entraînement avec son avion dans le Negev. Yehi Zichro Baruch.
Et là, il faut que je présente quelqu'un qui est très important, quelqu'un que j'ai rencontré un peu dans certains projets, quelqu'un d'assez extraordinaire, qui est le général Eliezer Shkedi. Général Eliezer Shkedi, qui est le commandant en chef de l'armée de l'air, et qui, dans le briefing qu'il me donne le 5 septembre 2007 à ses pilotes, leur dire: vous partez vers une mission d'une importance cruciale pour l'État d'Israël et le peuple juif. Votre mission est de détruire la cible, mais revenir tous intacts en ne laissant aucune trace derrière vous. On ne veut pas que l'État d'Israël soit accusé de ce qui va se passer pour éviter d'élargir la guerre. Donc c'est top secret et je compte sur vous. Bonne chance. Qui est Eliezer Shkedi? Alors Eliezer Shkedi, c'est lui-même, je reviens à Amir Dagan, qui était le fils d'un juif massacré par les nazis. Eliezer Shkedi, là j'ai deux films, les deux sont magnifiques, un en hébreu, un en anglais. Je vais vous mettre celui qui est en hébreu. Je vais nous l'expliquer. Ce que vous voyez dans la photo de gauche, c'est les F-15 israéliens Eagle qui volent au-dessus de Birkenau, Auschwitz-Birkenau en Pologne. Et le leader de cette escadrille de chasseurs israéliens, c'est Eliezer Shkedi, qui raconte comment lui, fils d'un survivant de la Shoah, parce que son père était en Hongrie et il a été dans un train de déportation, il a réussi à sauter du train et à survivre et arriver en Israël. Et donc, Eliezer Shkedi est le fils de Moshe Shkedi, survivant de la Shoah en Hongrie. אני, אליעזר שקדי, בנם של נחמה ומשה שקדי, עומד כאן היום כנציג צבא ההגנה לישראל, מדינת ישראל והעם היהודי. איך אבא שלי היה אומר, אם היו אומרים לי לפני 70 שנה, תחלום את הדבר הכי מדהים שאתה יכול לחלום. אין סיכוי בעולם שהייתי בכלל חושב משהו או חולם משהו שהוא קרוב למציאות שאנחנו נמצאים בתוכו. האמירה הכי פשוטה שיש שם זה באמת היה ההבהרה הכי... שניסיתי לתמצת אותה לשלושה משפטים. חיל האוויר הישראלי מעל אושוויץ בשם מדינת ישראל והעם היהודי, לזכור ולא לשכוח, ולסמוך רק על עצמנו. Donc ça aurait été bien qu'on ajoute encore à Kadosh Baruch Hu. Mais vous avez vu le général commandant de l'armée de l'air qui pleure à Auschwitz quand il lit sa déclaration et qu'il dit que son père lui a dit plusieurs fois que s'il avait 70 ans avant, on lui avait demandé de rêver le rêve le plus fou qu'il pouvait avoir. Il n'aurait jamais pu penser à l'État d'Israël, à son fils commandant-chef d'une armée de l'air juive, et voir cette armée de l'air juive qui survole Auschwitz, c'est incroyable. Et à droite, le témoignage est magnifique, c'est le président Shimon Peres qui invite Shkedi à un dîner officiel avec le président de la Hongrie qui visite Israël. Et Eliezer Shkedi dit: je viens, mais à une condition, je veux que mon père assiste aussi. Et son père, il reçoit l'autorisation de Peres. Il amène son père et dans la voiture, son père lui dit: tu vas voir, moi ce que va se passer, c'est que je vais obliger le président hongrois à s'excuser. Et effectivement, le président hongrois s'est excusé devant Moshe Shkedi. Ah ça c'est le gars, comprendre un peu, je dis c'est important de comprendre parce que moi je dis ça tout le temps au groupe quand je guide des groupes d'étrangers, vous ne pouvez pas comprendre la politique israélienne si on ne comprend pas l'histoire juive et surtout l'histoire du XXe siècle avec la Shoah. C'est que beaucoup de décisions sont prises. On se rappelle en Israël qu'il y a eu un dictateur fou en 1933 qui a dit qu'il va faire sauter la planète et détruire les Juifs. Et tout le monde a dit: mais c'est un fou, laisse tomber, un fou, et il sera remplacé. Mais on l'a laissé et la suite est connue. Alors quand il y a un dictateur fou en Iran qui dit je vais faire une bombe atomique pour détruire l'État d'Israël, on ne peut plus se permettre, comme en 1933, de dire bon, c'est un fou, il ne fait que parler. Parce qu'on sait que quand les fous parlent, à la fin, ils agissent, et c'est dangereux. C'est pour ça qu'Israël prend des risques incroyables pour ne pas laisser ces pays hostiles s'armer d'une arme atomique. Of course, President. Donc là, on a les avions qui ont attaqué en Syrie, le F-15
F-15 Raham, c'est déjà plus du tout les avions de Irak, les avions qu'on avait vus en Irak, qui étaient les premiers F-16 arrivés en Israël. Ça, c'est déjà le F-15I, I pour Israël, c'est la version israélienne améliorée par Israël. C'est le F-16I à droite, Soufa, de nouveau, c'est pas du tout le F-16 qui avait attaqué en Syrie, c'est un avion beaucoup, beaucoup plus performant. Et à gauche, aussi une création israélienne, le Narshon, qui est un avion espion fabriqué complètement en Israël. C'est-à-dire que bon, l'avion, on l'achète, mais je ne suis même pas sûr qu'on l'achète ou que c'est un avion fabriqué par... En tout cas, c'est un avion israélien, parce que les Américains ont refusé de nous vendre des avions espions. Alors, on a un avion bourré d'électronique, espionnage, la guerre électronique, etc. Et donc, les F-16 et F-15 sont accompagnés par le Nafshon Shavit qui leur donne la couverture et les brouillages pour brouiller les systèmes de défense syriens. Alors, d'après certains témoignages de journalistes, le jour avant la date fatidique, on a déjà vu des soldats israéliens. Israël avait déjà envoyé des commandos en Syrie, de Shaldag, d'après certains d'autres, de Seret Matkal. Vous les voyez à droite. Bon, c'est pas eux, mais c'est l'idée. Ce sont des commandos qui se camouflent sur le terrain et qui sont armés de jumelles laser qui envoient un rayon laser sur la cible qui va guider les bombes larguées par les avions. Donc, ça permet une frappe absolument précise puisque la bombe va se diriger sur le rayon laser et il y a un opérateur au sol qui regarde et qui envoie le rayon juste en plein là où la bombe doit frapper. Alors, le 5 septembre, la nuit du 5 septembre, les avions arrivent avec différentes sortes de munitions. Je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, des munitions guidées par laser, par électro-optique, par GPS. On met tout ce qu'on a en se disant, en espérant qu'il y en a qui arriveront et qui... On veut être sûr, on a une seule opportunité, on ne pourra pas recommencer s'il faut, si on ne réussit pas la première fois, parce qu'après l'opinion publique sera alertée, les Syriens sont alertés. Donc il faut faire le boulot, donc on prend tout ce qu'on a. À gauche, il y a un petit peu une explication sur le Barat Kaved, des Barat Plada, Barat Kal, les différentes bombes téléguidées de l'arsenal israélien. Mais ce qui est important, c'est qu'Israël largue 18 tonnes de bombes sur le site, et le site est rayé de la carte. Et d'après le renseignement de l'Aman, il est inutilisable et il ne peut pas être remis en service. Alors là, on va voir le bombardement vu par les pilotes et le mot de code Arizona qui signifie au commandement de l'armée de l'air qui se trouve à Tel Aviv, c'est bon, on a réussi, on rentre victorieux. Donc, Arizona Kulanu, c'est qu'on a tous lâché nos munitions, on est tous intacts et on est sur le chemin du retour. Et à 2h30 du matin, les pilotes se posent à Hatzerim et à Ramon après avoir accompli leur mission. À gauche, on voit le site avant le bombardement. À droite, on voit les ruines du site après le bombardement. Là, c'est en agrandi, c'est des photos de satellites américains. On voit le site avant et le site après. Là, sur la photo de gauche, on voit le plan de vol par la Turquie et le retour, bien sûr, en plus direct, puisque après, il faut rentrer rapidement. Ah, pardon, le retour aussi, c'est fait par là. Qu'est-ce que c'est ce 1, 2, 3? Je ne sais plus. C'est pas important. À droite, on voit les pilotes qui s'étreignent. On a réussi, ça a marché. Et une photo de toute l'escadrille avec le Premier ministre Ehud Olmert au centre, avec le ministre de la Défense Ehud Barak, qui était toujours là pour les honneurs, même si c'est lui qui essaie d'empêcher la mission, et Ashkenazi, le commandant en chef de Tzahal à l'époque. Alors, je montrais tout à l'heure les cocardes qu'on ajoute sur les avions. La cocarde qui est là à droite, les trois cercles concentriques, le rouge, blanc, bleu, c'est-à-dire que cet avion, ce F-16, a abattu un avion ennemi en combat aérien. Après, on lui a ajouté la cocarde, ça c'était la cocarde du raid aux Irak, Opéra en Irak. Et maintenant, il y a aussi la cocarde des avions qui ont bombardé en Syrie. Mais là, j'ai pas de photo d'avion avec. Alors, j'ai pris une photo du F-16 d'Osirak, le F-16 de Ilan Ramon. Bon, on a parlé de Ehud Olmert et des différents personnages qui sont dans l'histoire.
Le soir après, le matin, quelques heures après, quand les pilotes reviennent, Ehud Olmert prend le téléphone et appelle le président américain pour lui annoncer voilà, quelque chose qui nous dérangeait dans le Nord. Vous vous rappelez, mais il n'y a plus de problème, on a réglé le problème. אמרתי, תשיגו את נשיא ארצות הברית. עכשיו ידעתי שהנשיא ימצא באוסטרליה. אבל נשיא ארצות הברית הרי אומרים שבכל מקום שהוא נמצא, הכל נמצא איתו. אז תיארתי לעצמי שהטלפון המאובטח נמצא שם. הפעם אני אמרתי לו, היי בדי. אמרתי לו, הנשיא, היה שם משהו בצפון שקצת הטריד אותנו. הוא איננו כבר. אז הוא אמר, טוב מאוד, טוב מאוד. ראיתי שגם הוא מתאפק. הוא שאל אותי, האם אתה צופה לאיזושהי תגובה? אמרתי לו שלפי הידיעות שיש לי, אני חושב שלא תהיה תגובה. ואז הוא אמר לי דבר שאני חושב שכל ראש ממשלה ישראלי היה רוצה לשמוע. הוא אמר לי, אם תהיה, תדע לך שכל אמריקה עומדת מאחריך. אמרתי לו, תודה רבה לך, אדוני הנשיא. Donc, Ehud Olmert annonce au président américain la réussite de l'opération. Bush lui demande est-ce que Olmert pense qu'il y aura une réaction des Syriens. Olmert dit je ne pense pas, d'après nos renseignements, il n'y aura pas de réaction syrienne, mais le président américain lui répond sache que s'il y a une réaction syrienne, l'Amérique est derrière vous, on vous soutiendra. Pardon. Bon, ça c'est des lettres de remerciement. Et effectivement, Bachar al-Assad, 1 ou 2 jours plus tard, se trouve avec son acolyte iranien, Ahmadinejad, et il annonce au journal, ça c'est une photo Der Spiegel allemand, qui explique qu'il y avait une base militaire quelconque dans le désert qui a été bombardée, détruite, sans dire que c'était un site atomique, sans dire que c'était Israël. Il y a eu effectivement un bombardement dans le désert, et c'est quelque chose que la Syrie peut avaler, et donc pas besoin de déclencher une guerre contre Israël, ce qu'Israël avait prévu au départ. Alors, même chose à l'ONU, s'il n'y a pas de plainte des Syriens, qu'il n'y a pas de plainte dans la presse, personne n'en parle. Alors pourquoi l'ONU porterait l'attaque à l'ordre du jour? Et donc il n'y a pas eu de discussion à l'ONU de la frappe israélienne, il n'y a pas eu de motion anti-israélienne. Le vice-président syrien va annoncer que, en fait, ce qui a été détruit par les Israéliens, c'était un centre d'études sur des régions désertiques. C'était de la recherche agricole, un centre de recherche agricole. Je ne sais pas pourquoi les Israéliens ont attaqué ça, mais enfin, ce n'est pas grand chose, c'était un centre de recherche agricole. Bachar el-Assad va dire que c'était un complexe militaire, mais complètement vide, qui était en train d'être construit dans le désert. En tout cas, les Syriens ne veulent pas envenimer la situation, surtout qu'il faut comprendre que c'est un réacteur nucléaire, militaire. C'est pas, disons que Saddam Hussein pouvait encore dire à l'ONU, oui, c'est un réacteur pacifique pour faire de l'électricité. C'est le même que l'Osiris français qui fabrique de l'électricité pour EDF. Assad ne peut pas dire ça. C'est un réacteur nord-coréen militaire. Et donc, il ne veut pas prendre sur lui, maintenant que tout le monde le condamne, lui, d'avoir essayé de faire quelque chose qui est entièrement interdit par les règles internationales dans le cadre des activités atomiques. Donc, il a intérêt lui aussi à maintenir le silence, et tout le monde est d'accord, personne ne parle, on oublie ce qui s'est passé le 5 septembre 2007. Le 26 octobre, le New York Times publie des photos satellites du site. Je n'avais pas la photo, je ne l'ai pas mise. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il ne reste rien. C'est que les Syriens ont tout effacé. Il n'y a plus de sites détruits sur le site. Le 26 octobre, l'attaque a eu lieu le 5 septembre. C'est qu'en 1 mois et quelques, les Syriens ont tout effacé. De la même façon qu'Israël ne veut plus en entendre parler, les Syriens non plus ne veulent pas en entendre parler. Et c'est formidable. On a enterré cette histoire. L'histoire n'est pas encore complètement finie parce qu'on veut essayer de faire comprendre aux Syriens qu'on n'est pas d'accord et qu'ils n'essaient pas de recommencer une nouvelle épopée atomique. Alors, le 1er août 2008, donc c'est 1 an plus tard, puisqu'on parlait du 5 septembre 2007, là on est le 1er août 2008,
le, le scientifique, le général responsable du programme nucléaire syrien se trouve en villégiature dans sa maison de campagne au bord de la mer, à Tartous, au bord de la Méditerranée. Et là arrivent les... On ne sait pas, Israël n'a jamais reconnu. C'est ce qui est dit par les médias, qu'une équipe israélienne serait venue liquider le général directeur du programme atomique. On va regarder quelques... About a mile off the coast, the yacht drops its sails, and the assassins make their way to shore. Snipers from the ship came as scuba divers to his beach house. At the same time, General Suleiman arrives at his weekend home. As the sun sets, the snipers supposedly emerge from the water. They watch the guests as they mingle on the terrace. Je vous épargne les photos du tir. Donc les soldats, les combattants sortent, les hommes grenouilles sortent de l'eau et abattent le général Suleiman, le père du programme atomique syrien, pour bien expliquer aux Syriens que c'est la fin du programme atomique, qu'ils ne pensent pas à y revenir. Et tout tombe dans l'oubli pour 11 ans. C'est le 22 mars 2018 que finalement on va annoncer ce qui s'était passé, que Israël avait détruit un réacteur syrien. Alors, vous voyez là, Yediot Achronot, Asinu et Ze, Amatara Ushmeda, nous avons détruit la cible et la presse s'empare de l'affaire. Vous voyez ce qui est marqué, Hutar le Pirsum, c'est permis par la censure. Qu'est-ce qui s'est passé le 22 mars 2018 pour que la censure militaire permette de dévoiler l'opération? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux protagonistes de cette opération qui ont écrit des bouquins. Un, c'est Ehud Barak, ministre de la Défense, qui a écrit un livre sur sa vie, une biographie, et Ehud Olmert, qui écrit lui aussi une biographie. Et donc, ils veulent à tout prix raconter leur réussite à détruire le réacteur syrien, et donc ils arrivent à convaincre la censure militaire que le secret n'est plus de mise, plus de 10 ans sont passés, et voilà, dans le cadre de la promotion des bouquins, la censure autorise à raconter l'histoire de cette attaque. Alors, ça va enflammer les polémiques en Israël. J'ai dit d'abord, tout à l'heure on a entendu, il y aura bien sûr, tous les protagonistes vont donner des interviews, Olmert, Livni, Barak, Amir Peretz, et chacun bien sûr tape sur l'autre, que moi j'ai tout fait, les autres n'ont fait que mettre des bâtons dans les roues, bien sûr Ehud Barak, le grand ténor, mais même au sein de la communauté du renseignement israélien, c'est maintenant la guerre entre le Haman, le renseignement militaire, et le Mossad, des services secrets. De nouveau, chacun dit, c'est moi. Alors, je ne veux pas rentrer, on va laver le linge sale maintenant. Il y a un petit film aussi que j'ai trouvé sur Cannes, une enquête sur la télé israélienne, je ne vais pas vous la montrer. Mais il y a Tamir Pardo, le directeur du Mossad à l'époque, et le général Shalom Dror de l'Aman, les deux, non, c'est nous, non, c'est vous. Et chacun veut veut se mettre en avant, c'est nous qui avons tout fait, c'est grâce à nous que c'était fait. Et une chose qui est importante, ça a été fait et bien fait. Et en fait, la chance incroyable qu'il y a eu dans cette histoire-là, c'est qu'en 2007, donc Israël a détruit ce réacteur. En 2014, donc 7 ans plus tard, la région de Deir ez-Zor est prise par Daesh, par ISIS, l'État islamique. Alors imaginez qu'en 2007, puisque d'après les prévisions de l'Aman, 2008 était l'année où le réacteur serait devenu opérationnel, imaginez que 6 ans plus tard, c'est un réacteur qui se trouve aux mains de Daesh et qu'on aurait un Daesh islamiste et atomiste. Dans quelle situation on aurait été. Donc c'est un miracle, comme ça beaucoup de miracles, des fois on ne s'en rend pas compte, c'est a posteriori qu'on se rend compte que le fait qu'Akadosh Baruch Hu ait d'abord permis à ces agences de renseignement de découvrir, parce que je rappelle qu'au début ils étaient complètement pris à dépourvu, et c'est seulement la déconfiture leur déconfiture après la révélation du programme atomique de Kadhafi qui a fait qu'on s'est intéressé à la Syrie, le fait qu'après les États-Unis ont laissé faire et que le gouvernement a eu le courage de le faire, ce qui aujourd'hui on espérait aussi, et que l'armée a trouvé le plan idéal pour le faire sans aucune
sans aucun prix pour Israël. Il n'y a pas eu d'avion abattu, il n'y a pas eu de pilote, il n'y a pas eu de perte dans l'armée de l'air de personne. C'est quelque chose d'incroyable. Une aide divine générale, un vrai miracle qui a empêché donc la Syrie d'avoir l'arme atomique, comme Begin avait fait la même chose avec l'Irak 10 ans auparavant. Et comme j'avais dit l'autre fois, maintenant, bien sûr, 3000 soldats déployés, près de 80 avions et 8 pays concernés. La base aérienne d'Oufda, dans le sud du pays, accueille pendant 2 semaines l'exercice international Blue Flag dans le ciel israélien. C'est la 5e édition du Blue Flag et je suis fier d'annoncer qu'il s'agit de l'exercice aérien le plus grand et le plus perfectionné jamais organisé en Israël. Objectif pour l'armée israélienne, se rapprocher au maximum des menaces actuelles. Alors pour ce faire, 2 groupes. Une force bleue composée de 8 pays, d'Israël, des États-Unis, d'Allemagne, pour la première fois en Israël, du Royaume-Uni, de l'Italie, de la Grèce, de la France et l'Inde. Et une force rouge exclusivement israélienne, spécialement entraînée pour représenter l'ennemi dans des manœuvres tactiques et stratégiques. Pour la première fois, les avions de 5e génération F-35 y sont intégrés. Mais attention, la communication est maîtrisée. On ne parle pas ici de menaces spécifiques, ni de pays visés, que ce soit des pilotes israéliens. Il ne s'agit pas de scénario spécifique. Nous essayons de nous entraîner très dur pour être prêts à toute situation, d'utiliser tous nos moyens. Donc c'est très bien dit, il n'y a pas de scénario spécifique, il n'y a pas de scénario de référence, mais comme il le dit un peu plus tard hein, dans cette interview, tout le monde comprend que c'est une préparation d'une coalition anti-iranienne pour détruire le réacteur iranien, puisque Netanyahou cherche déjà depuis 10 ans à faire détruire le réacteur iranien, mais essaie de le faire par une coalition menée par les Américains, et le Blue Flag en était la préparation. Où va-t-on? Qui va détruire ce réacteur iranien? Est-ce que ce sera les Américains, une coalition internationale, Israël? Je rappelle que j'avais donné comme sous-titre à la conférence il y a 2 semaines, jamais 2 sans 3. Donc aux Irak, qui avait été entièrement israélien. On avait aujourd'hui maintenant l'opération Boustan, de nouveau entièrement israélienne, qui va régler son compte au réacteur iranien. On ne sait pas, mais il est évident que sans régler son compte au réacteur iranien, Israël court un très très gros danger. Alors, je finis cette conférence en souhaitant beaucoup d'atslacha à nos soldats, qu'ils reviennent tous en bonne santé et victorieux. Et que je beaucoup continue à protéger Israël et nous accorder les victoires. Ce qui est important dans ces conférences que je vais vous donner, c'est le fait que ces 2 opérations, et l'opération Opéra et l'opération Boustan, étaient des opérations impossibles. Or, c'était impossible et ça a été fait. Donc, il ne faut pas se dire que détruire les infrastructures, détruire le Hamas. Je n'aime pas dire le Hamas parce que l'ennemi n'est pas le Hamas. L'ennemi, ce sont les Arabes qui sont à Gaza. Détruire l'ennemi, que ce soit à Gaza, que ce soit au Liban, c'est mission impossible. Mais on a déjà prouvé qu'avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, même l'impossible, on sait le faire. Voilà, alors sur cette note d'espérance, je n'ai pas fait la conférence pour avoir peur de l'atome iranien. J'ai fait la conférence pour dire que Akadosh Baruch Hu nous a aidés avec les autres réacteurs et il nous aidera avec les réacteurs suivants. Be'ezrat Hashem na'aseh ve'natzliach. Bonsoir, alors, je vais couper la diaporama. Je vais couper, voilà, on va ouvrir les micros. Ceux qui veulent les micros, ouvrir des micros, c'est possible. C'est possible. Voilà, maintenant c'est possible. Ok. Je vois qu'il n'y a pas de réaction. Il y a Olivier qui nous regarde de Suisse en souriant. Oui, oui, vous avez des abris atomiques dans les maisons, nous on n'a pas. Oui, mais il y a aussi des abris dans les centres villageois ou des choses comme ça. Nous on n'a pas d'abri atomique, on a que des abris, on a des abris conventionnels. Ouais. D'ailleurs, apparemment, dans les kibbutz, c'était un peu des pièges, si j'ai bien compris.
Ça aussi, c'était prévu dans les kibbutzim, la chambre forte a été faite pour résister à un bombardement, pas pour résister à une attaque par des terroristes pendant des heures, quand on est Ouais. enfermé à l'intérieur et qu'on est assoiffé et qu'on ne peut pas sortir. Ok, est-ce que quelqu'un a une question à poser? Ben sinon, alors je vous dis au revoir et Ezrat Hashem. Moi j'en ai une petite. Oui. Bon, c'est pas, tant pis pour eux, mais je veux dire, il n'y a pas eu un impact économique sur les deux pays, là, l'Irak et comment dire, et la Syrie, de se voir détruire comme ça, parce que c'est un investissement colossal, non? Ils ne se sont pas économiquement. Ces deux pays ont été rayés de la carte, parce que je rappelle qu'en parallèle avec cette attaque israélienne, il y avait la guerre en Irak, et l'Irak n'existe plus aujourd'hui, et en Syrie, avec la guerre civile, la Syrie non plus n'existe plus. Donc, ce n'est pas le problème du prix économique que ça a coûté à ces pays. Ces pays ont carrément cessé d'exister. C'est des pays qui sont dans une misère noire après des guerres civiles, des guerres intestines, et les deux pays sont au bord de la faillite. Ça, c'est plus... Le problème du prix du réacteur étant complètement pas du tout important dans la situation catastrophique dans laquelle sont ces deux pays. Tant mieux. Bon, ben on attend pour l'Iran impatiemment. Espérons-le. Je n'ai pas encore préparé de conférence sur l'Iran. Hein. Normal. On va vraiment être on va péter le champagne quand ça va venir. Moi, j'y crois. Je suis certaine. En Suisse, on a eu une prise d'otage par un Iranien dans un train. Quand? C'était il y a quelques jours. Ah bon? Je n'ai pas vu. Ouais. Ah oui, moi, je ne suis pas au courant. C'est vrai. Il était armé d'une hache, d'un marteau et de je ne sais plus quoi. Il y avait une quinzaine d'otages, je crois. D'accord. Ça a duré 4 heures. C'était juste un léger désaccès, c'est tout. Il ne faut pas prendre ça à la tragique. Oui, mais bon, c'est un peu symbolique quand même. Non, c'est ce qu'ils disent toujours. C'était un désaccès qui était pris d'une crise de folie passagère. Ouais, il semble qu'ils ont choisi cette thèse-là. C'est possible, mais en tout cas, le symbole est là. Ouais. Non, les Iraniens ont au moins ce qu'on peut pas leur reprocher, c'est de ne pas être clair. Ils ont dit que l'ennemi numéro 1, c'est Israël et après, c'est l'Europe. Donc, ils l'ont annoncé. Ils ont dit la bombe atomique, c'est pour 1, détruire Israël, 2, détruire l'Europe. L'Europe peut écouter ou pas écouter, mais au moins, ils ont le mérite de le dire. Tout à fait. Bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Au revoir. Merci. Au revoir à tous. Merci, Ariel.